Moi, je pense pas que les élèves de banlieue, et c'est peut-être aujourd'hui ça le problème principal, vont dans des trucs d'éducation. Non, mais vous prenez toujours les choses par la marge et jamais par la quintessence. Il faut qu'il y ait des gens qui résistent à la chaîne de bêtises. Voilà, c'est ma réponse à votre question. Et vraiment, la scène, j'en parle dans le livre, un moment, la scène qui est devenue presque la scène préférée du champ médiatique. Donc la bêtise, on le relève pas. Je vais terminer. L'extorsion d'aveu ou l'extorsion de condamnation, c'est-à-dire en gros de se présenter à la barre et il faut absolument condamner catégoriquement ou ne pas condamner. Si on condamne pas, on s'expose à une chaîne de bêtises. Et donc en général, les gens se planquent. Ni l'un ni l'autre. Si vous voulez, on peut avoir cet échange qui va être passionnant. Vous allez me redemander est-ce que je condamne les insultes antisémites vis-à-vis de Finkielkraut, et je vais vous répondre oui. Nous avons fabriqué de l'intelligence. Non, mais vous voyez la chaîne de bêtises, c'est un type écrit un truc en 146, on peut pas être intelligent, et puis un journaliste le commente, enfin le relève. Bon, alors moi je préférais que les journalistes aillent s'informer directement plutôt que par Twitter, mais peut-être que je suis un homme du XXe siècle archaïque. Et puis après, un intellectuel de mon espèce présente dans un studio de radio, et le journaliste voudrait l'embarquer dans cette chaîne de médiécrité. Non, moi je veux pas parler comme ça. Moi j'aimerais que, à la rigueur, si vous aviez lu le livre de Thomas Guénonnet, qui est pas mal, le dernier, et que vous me posiez des questions sur ce que j'en pense, bah là, je vous aurais répondu très volontiers. Mais moi, je rentre pas dans les tweets. Bon, alors, désolé. Il faut qu'il y ait des gens qui résistent à ça. Sur l'invective à l'égard d'un... C'est aussi répandu que les pourfendeurs du wokisme voudraient qu'il le fût. Parce que ça leur donne un adversaire tout à fait pratique. Pittoresque à souhait, ridicule à souhait. Et donc, il suffit de dire que le wokisme, c'est la gauche, pour pouvoir défoncer la gauche. Et comme ça, donc on a pris quelqu'un de ridicule. On a pris un pan ridicule du camp adverse censément, et comme ça on peut se répandre sur eux. Et alors surtout, on ne répond jamais à Frédéric Lordon, à Bernard Friot, c'est-à-dire aux gens qui sont autrement plus consistants à gauche. Bien Moi, sûr. je n'entends jamais les gens... Vous citez Jacques Rancière Je n'entends aussi. aucun intellectuel de droite actuellement qui est voix au chapitre, qu'on entende beaucoup. Je ne les entends jamais répondre et dialoguer conflictuellement, mais de façon consistante et sans doute intéressante, avec les éléments puissants du camp d'en face. La violence en politique, sa légitimité et sa justesse s'évaluent à sa cause. Si demain, des gens commettaient des violences contre le régime de Bachar el-Assad, et qu'il y avait comme ça des perturbations dans la rue, des gens qui casseraient des vitrines, qui casseraient... Je suis sûr que tous ici, on dirait, mais c'est normal, leur cause est juste. Bachar el-Assad est tellement un dictateur dégueulasse que cette violence est légitime. Donc, en fait, l'évaluation de la violence et de la pertinence de la violence en politique doit être toujours articulée à la cause pour laquelle on se met à perpétrer ce genre de violence. Je n'avais pas suivi sur la comparaison entre Macron et Bachar el-Assad. Oui. Je parlais du fait que quand on veut évaluer la pertinence de violence en politique, ça n'est jamais une évaluation en soi. Oui. C'est en rapport à la cause. Mais vous ne répondez pas sur la justification de la violence ici en France. Et en rapport au système politique dans lequel on vit. J'ai pas dit que Macron égale Bachar el-Assad, c'est quand même dommage. Ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Dans un pays qui est sans doute le plus redistributif au monde, dans un pays où l'État-providence, même si il fonctionne sans doute moins bien aujourd'hui que du temps des 30 glorieuses, mais est quand même là, toujours là, avec beaucoup d'impôts, beaucoup de dépenses publiques, et vous dites le problème en France, c'est le libéralisme ? Mais quels sont... Est-ce que factuellement c'est vrai en fait ? Tout simplement cette affirmation. Alors prenons l'exemple d'une employée de ménage. Elle travaille dans un hôtel. À quoi est-ce qu'elle a affaire quotidiennement ? Elle a affaire à un employeur, d'accord ? Lequel employeur est souvent d'ailleurs un sous-traitant d'un plus gros donneur d'ordre. Si on regarde, si on suit la chaîne de l'hôtellerie, faut étudier les choses, faut enquêter. Où est le pouvoir ? Et puis il faut suivre l'argent, comme disaient les marxistes à l'époque. Essaie de suivre où est l'argent et tu comprendras où est le pouvoir. Donc nous voyons que des employés sont en permanence pressurisés parce qu'il y a des injonctions à être pressurisés, à travailler toujours plus pour moins d'argent, en moins d'heures possible. Pourquoi ? Parce que travailler toujours au plus. sommet de la pyramide, il y a les actionnaires qui font toujours pression pour avoir de plus en plus de dividendes. Donc c'est des choses très concrètes, ça. Il y a effectivement urgence écologique et que le meilleur moyen, c'est de faire, de stopper, enfin pas de stopper parce que je ne crois pas qu'on puisse stopper, mais de réguler un minimum le mondialisme. Oui, le mondialisme, ça n'existe pas. Ça, c'est une idée dans votre tête. Le capitalisme mondialisé. Et je répète, parce que c'est mon côté instituteur, je répète les choses. Capitalisme mondialisé est un pléonasme. D'accord. Ben oui. Mais donc, quand vous l'aurez compris, d'accord, mais en fait, on me dit la même chose. L'élève qui apprend au fur et à mesure, qui part de très loin, qu'on arrive à faire revenir dans le système. Quel élève fait ça ? Je ne peux pas vous dire le nom précis. Non, il n'y en a pas dans le film.
Ah si, justement, ça montre quand même qu'à la fin, il y a une fille qui réussit à s'intéresser au livre grâce aux faits, aux bons profs. Il y a de ça dans le film. Mais c'est pas ça. Comme d'habitude, vous surinterprétez un moment. Donc, si vous voulez vraiment y revenir, soyons précis, parce que vraiment, c'est toujours à la serpe, quoi. Il y a un moment dans le film, et un moment n'est pas la thèse du film, c'est un moment. Mais c'est la fin. Par exemple, il y a un autre moment dans le film, pas très loin, où il y a une élève qui vient dire au prof « je n'ai rien appris pendant toute l'année ». Vous voyez, donc ça, c'est pas exactement le son de cloche que vous dites. Il y a un autre moment, parce que le réel est hétérogène, parce qu'il y a plein de réels comme ça qui sont contradictoires, où il y a une élève qui, d'ailleurs sa mère arrivait comme prof, je le racontais dans mon livre, et ça avait touché Quentin et il voulait le mettre dans le film, qui dit « ma sœur m'a fait lire La République de Platon, et j'ai bien aimé ce livre. Ah bon, tu peux l'expliquer? Ouais, c'est un livre où il y a un mec qui pose des questions sur ouais, c'est quoi la justice, c'est quoi la religion ?» Ce mouvement qui a mis Donald Trump au pouvoir, effectivement, de cette classe moyenne plutôt blanche, qui a l'impression finalement d'être méprisée, d'être traitée de beauf, d'être accablé de pression fiscale, etc., de travailler et de voir qu'à côté, des gens qui ne travaillent pas finalement peuvent toucher à peu près la même chose. C'est ça qu'on a entendu sur les ronds-points. On est assez loin quand même de votre analyse. Mais c'est pas une analyse marxiste. On est plutôt dans un populisme et qui est plutôt, on va dire, penche plutôt à droite et qui va porter au pouvoir des Donald Trump ou des Marine Le Pen. Question, qu'est-ce que le populisme? C'est une très bonne sujet. Vous utilisez le mot 56 fois par jour, il serait temps d'en donner une définition. Oui, le populisme, c'est ce qu'on vit C'est un courant littéraire au départ. Ah non, c'est pas une définition. C'était un courant littéraire au départ, le populisme. Qui décrivait la situation. Vous appelez populisme? Dans ma bouche, ce n'est pas péjoratif. Pour moi, je veux bien essayer de répondre. Le populisme, pour moi, c'est quand on fait entendre aux gens ce qu'on a besoin de leur faire entendre pour les manipuler d'où on est en tant que dominant, et en leur faisant croire qu'on est de leur côté. Donc pour moi, Mélenchon est populiste, Wauquiez est populiste, Le Pen est populiste. Je veux bien garder juste la parole, ayant passé un petit peu de temps avec vous, François, je veux bien vous dire un petit mot après. Absolument. Monsieur dit que c'est un mouvement populiste. D'accord? Petit A. Ce mouvement est sans leader. Petit B, vous prenez la parole pour définir ce que c'est que le populisme, et là, vous dites en fait ce que serait une attitude d'un dirigeant ou d'un leader politique qui serait donc un démagogue. C'est ça que vous venez de dire. Hein. Un leader populiste, c'est quelqu'un qui flatterait les gens dans le sens du poil et parfois dans le sens de leurs affects négatifs. Bon, voilà. Or, c'est un mouvement qui n'a pas de leader, en tout cas pas de leader officiel au sens, vous voyez ce que je veux dire, au sens où Mélenchon serait le leader de la France Insoumise. Donc j'ai envie de vous dire, discutez entre vous. Vous n'utilisez pas du tout le mot populisme. Donc le mot populiste, et je le dis dans le livre pendant tout ça, j'essaie de le déconstruire, c'est un mot qui n'a aucun contenu. Donc revenons à la question identitaire. Le fait de constituer la notion ou la valeur identité, de le mettre au cœur de son engagement politique, de son imaginaire politique, de sa réflexion politique, ça, c'est quelque chose qui est très propre, alors à l'extrême droite, et où vous avez absolument raison, et c'est exactement le cœur de mon livre, effectivement, ça a contaminé beaucoup d'autres camps. C'est exactement ce que je dis dans le livre. Vous ne me prenez pas du tout en défaut en disant ça. C'est absolument exactement ce que j'essaie de démontrer dans les 150 premières pages. Parce que fondamentalement, M et ses acolytes m'intéressent beaucoup moins que la radicalisation autoritaire de la bourgeoisie. Moi, c'est ça mon sujet dans le livre. La radicalisation autoritaire de la bourgeoisie fait qu'effectivement, les thèmes identitaires qui, il n'y a pas si longtemps, en tout cas tels qu'affichés publiquement, parce que la bourgeoisie n'a jamais vraiment cessé d'être raciste, la bourgeoisie française. Mais telle qu'affichée publiquement, il y a 15 ans, les revendications dites identitaires étaient quand même l'apanage plutôt de l'extrême droite. Et maintenant, on peut voir qu'un gouvernement dit centriste fait une loi séparatiste. On peut voir qu'un ministre censément de gauche, mais essentiellement républicain autoritaire comme Valls, avait dit que la présence des Roms était urticante, entre autres faits d'armes magnifiques de ce grand Manuel Valls. Donc effectivement, il y a une extension de la question identitaire ou de la centralité du motif identitaire jusqu'au centre. Et c'est exactement ce que... Attendez, je voudrais finir ça. C'est exactement ce que je démontre dans mon livre. Donc jusqu'ici, nous sommes absolument d'accord. Maintenant que vous me disiez, que vous convoquiez la psychiatrie pour me parler de troubles identitaires, mais là, on ne parle plus du tout de la même chose. Le trouble identitaire, c'est quelqu'un qui a un trouble avec sa propre identité, comme identité individuelle, qui est donc dissociée, etc. Donc, s'il vous plaît, c'est vraiment ça. Je pense que ça va beaucoup plus mettre de la confusion dans notre dialogue que mettre de la clarté. Laissons les troubles identitaires de psychiatrie, parce qu'ils ne sont pas d'ordre nationaux. Ils ne sont pas forcément d'ordre nationaux, les troubles identitaires. Un trouble identitaire, c'est quelqu'un qui peut se prendre
pour un chien ou pour un hérisson. Ah non, là, c'est pas de cela dont il parlait. C'était de gens bouleversés par le fait de ne plus savoir qui ils étaient. Qui ils étaient d'un point de vue national? Non, pas seulement. Mais alors, mais ça n'a rien à voir. Mais moi non plus, je ne sais pas qui je suis. Et si ça se radicalisait en moi, j'aurais un trouble identitaire qui me mettrait à l'hôpital psychiatrique. Pour le dire autrement, mais ça n'a absolument rien à voir avec il y a 60 ans, n'importe qui savait qui il était. Ça veut dire que les gens avaient d'autres troubles. Mais bien sûr, pas le sujet. Mais vous êtes mal renseigné sur la psychiatrie. Avoir le droit d'avoir une autre lecture de la société que la vôtre, hein. Parce que quand vous me dites qu'on n'a jamais travaillé autant pour gagner aussi peu, c'est une chose qui est totalement fausse. Quand vous dites qu'on vit dans un monde libéral, alors je sais pas si un pays qui consacre 57% de son PIB à payer ses fonctionnaires, c'est si libéral que ça. Et quand vous dites que le capital, c'est une catastrophe, je ne connais pas vraiment d'autres systèmes. Ou alors dites-moi dans quel pays ça a fonctionné, où on a vraiment une alternative à ça. Moi, la redistribution, c'est pas les fonctionnaires. Hein. Non, ça englobe toute la redistribution. Non, mais dans un pays qui consacre 57% de son PIB à payer ses fonctionnaires, peut pas être taxé de libéral. Au sens du terme, veut dire voilà, je suis désolé. Alors, sur un autre modèle qui pourrait exister, mais qui marcherait mieux que le capitalisme. Bon, déjà, je constate qu'il n'y a pas énormément d'arguments très divers venant du camp libéral, puisque ça fait 2 fois déjà en 10 minutes qu'on me dit exactement ça. Bon, alors je vais répondre. Je vous parle d'éducation populaire. À aucun moment, vous essayez de vous enquérir de ce que sont ces réseaux d'éducation populaire que vous ignorez totalement. Et personne ne peut vous en vouloir. Personne ne peut vous en vouloir. Vous les ignorez totalement, mais plutôt que de vous en enquérir, plutôt que de me reposer une question pour dire « Mais alors à quoi ça ressemble l'éducation populaire ?» Vous êtes immédiatement en train de dire « Oui, mais bon, les gens de banlieue... » Prenez le temps, ben voilà, bien sûr, c'est ce que je vous dis, mais puisque c'est la première fois que vous en entendez, ne vous empressez pas de le juger, qui pourrait dire, et puis c'est quelque chose, dans l'antienne de droite, c'est quelque chose qu'on entend tout le jour, ah là là, la pauvreté n'explique pas la délinquance dans la mesure où il y a d'autres départements où les gens sont pauvres et ils ne sont pas délinquants. CQFD, c'est des gens, faudrait qu'ils disent... Il y a un argument de Denis Brognard ou Jean-Luc Reichmann. Oui, en tout cas, je pense que la droite a lu tellement peu de sociologie qu'elle ne sait pas ce que c'est que la sociologie, elle a toujours tendance à la caricaturer et à en faire une pauvre petite chose. Mais en tout cas... Ça, c'est un argument d'autorité. Non, mais je pense que vous n'avez jamais lu de sociologie, vous ne lisez pas... Mais, sinon, vous ne diriez pas les conneries que vous dites, alors. Mais oui, tout ce qu'il faut que je dise pour pallier l'immense contresens que vous avez fait. C'est quand même extraordinaire. Des contresens pour provoquer. Vous êtes à Sciences Po? Non. Moi, je m'occupe de Sciences Po. Ah, d'accord. Parce que vous pouvez me dire la redistribution de basique. Oui, je suis bien d'accord pour dire on est un État plutôt redistributeur grâce aux luttes passées qui ont arraché ça. Il y a des luttes qui ont arraché ça. Hein, c'est pas les dominants. Non, mais on adore se présenter comme être dans un pays ultra-libéral alors qu'on est un pays, au contraire, où l'État est partout. On est souvent mal d'ailleurs, c'est ça le problème. On pourrait dire que nous sommes dans un État social-libéral dont les forces macroniennes contemporaines travaillent que les forces macroniennes actuelles travaillent à faire passer un État libéral tout court. D'ailleurs, il y a une appropriation de l'État par les forces de l'argent. C'est-à-dire ? Vous le savez bien quand même. D'abord, nous avons un président qui a été mis au pouvoir par un certain nombre de grands capitalistes. Je crois que tout ça est absolument documenté. Donc il suffit de se renseigner. Je renvoie par exemple au très très bon livre qui n'a pas trouvé d'éditeur comme par hasard de Juan Branco, qui s'appelle Crépuscule, et qui détaille de façon très factuelle la façon dont Emmanuel Macron a été promu par les forces de l'argent. C'est un militant, mais je veux dire, ne renversez pas le propos. Il n'écrit pas ça parce qu'il est militant. C'est parce qu'il découvre tout ça qu'il en conçoit une certaine conviction politique. Mais c'est le suffrage universel qui a porté au pouvoir Emmanuel Macron. Oui, mais qui est un suffrage tout à fait biaisé à plein d'égards. Si vous n'y participez pas, c'est sûr, déjà, s'il n'y a pas votre voix, vous laissez les autres... Oui, je laisse les autres jouer à ce jeu médiocre. C'est vrai, je me suis sorti de ce jeu médiocre depuis quelques années. Pourquoi? Vous votez plus depuis 2005? Oui, c'est ça, parce que c'est un jeu à somme nulle. Je constate, je suis quand même assez vieux maintenant, donc j'en ai vu des élections présidentielles, entre autres, puisque c'est ça le fleuron de la démocratie, c'est l'élection présidentielle. Moi, je considère que c'est la lie de la politique, l'élection présidentielle, c'est ce qui nous rend tous médiocres. Et c'est bien ce qui va me séparer de ceux dont le maître mot du positionnement politique est le souverainisme. Autre mot qui me paraît produire des confusions extraordinaires aussi. Hein, parce que alors là, ça crée des transversalités bizarres entre des camps, qui, je crois, n'aident pas à la clarté des choses. Donc je crois qu'il faut toujours rappeler que bien sûr que l'idée de souveraineté est une idée intéressante, surtout si on la rapporte à la démocratie. La souveraineté, ce serait la souveraineté du peuple, etc. Bon, très bien. Mais le souverainisme en tant que tel, c'est-à-dire celui qui considère que
la mère des batailles serait la bataille pour la souveraineté contre exemplairement l'Union européenne, donc pourquoi pas la sortie de l'euro et autres choses avec lesquelles je serais plutôt favorable par ailleurs. Mais ce qui me différencie des souverainistes, c'est que je ne pense pas que ce soit la mère des batailles. La mère des batailles, c'est la bataille contre le capitalisme. Et l'Union européenne n'est qu'un agent parmi d'autres de la mise en œuvre de l'hégémonie du capital. Voilà le truc. Ce qui fait que je ne crois pas qu'il y ait eu une période qui serait plus reluisante et qui serait pré-Union européenne ou pré-maastrichtienne, pour reprendre les mots obsessionnels d'Onfray. Voilà ce qui pourrait nous séparer. Je vois que Nathalie... C'est un argument d'autorité, là. Si vous n'avez pas eu de sociologie, je vous pose une question. Alors, je vais mieux m'expliquer, parce que comme ça, vous allez comprendre que c'est pas un argument. Vous allez comprendre que c'est pas un argument d'autorité. Oui, si, j'ai lu la sociologie. D'accord, vous avez lu Bourdieu, donc. Oui, j'ai lu Maffezoli, j'ai lu tout ça. Alors, je vous dis on va dire que Maffezoli n'est pas un sociologue. Si, mais j'aime bien Maffezoli. Non, mais je vous parle de Bourdieu, vous voyez, vous voyez la différence entre Proust et Alexandre Jardin ou pas ?